Bonjour à toutes et tous. Vous arrivez encore nombreux à vous connecter. Alors, je suis Sophie Verdelet, du coup, coordinatrice de l'AF3V. On est très heureux de vous accueillir aujourd'hui. On a un petit souci technique, donc vous avez peut-être eu des difficultés à vous connecter ce matin. J'accepte encore au compte-gouttes les nouveaux participants, mais merci de nous rejoindre pour ce webinaire consacré à la cohabitation des usagers sur les voies en fuite propre. Vous voyez ma souris peut-être sur l'écran qui bouge, qui bouge. On accueille aujourd'hui quatre intervenants et avant de laisser la parole à Christelle, du coup présidente de la F3V, simplement vous rappeler que donc vous avez normalement un onglet conversation pour échanger entre vous, un onglet Q et R pour poser vos questions aux intervenants en fin de webinaire. On essaiera d'y répondre un maximum en fin de webinaire. Et puis, le webinaire est enregistré et un replay vous sera envoyé par mail directement après la réunion. Voilà, je ne prends pas plus de temps de mon côté pour les infos pratiques et je laisse tout de suite la parole à Christelle pour cette introduction au webinaire. Merci Christelle. Merci Sophie. Bonjour à toutes et tous. Alors, veuillez nous excuser encore une fois pour ces petits problèmes techniques et de dernière minute, totalement indépendants de notre volonté, bien évidemment. Alors, merci à vous d'être si nombreux aujourd'hui pour ce webinaire consacré à la cohabitation des usagers sur les voies vertes. Un grand merci également à nos intervenants qui ont accepté de partager leur expertise et leur expérience sur un sujet qui nous concerne tous ce matin. Les voies vertes, vous le savez, sont un type d'aménagement officiellement né en 2004. Elles ont été pensées à l'origine comme des espaces mixtes destinés principalement aux piétons, aux cyclistes, aux cavaliers, avec déjà à l'époque l'idée d'accueillir quelques modes de déplacement personnels comme les trottinettes qui circulaient déjà. En 20 ans, les usages ont donc profondément évolué avec l'avènement de tous ces engins et les vélos à assistance électrique qui sont arrivés sur le marché. De nouveaux publics, de nouveaux engins, de nouvelles pratiques sont donc apparues. Les voies vertes sont devenues des espaces très attractifs et parfois victimes de leur succès. Cette évolution nous a naturellement conduit à nous interroger sur la cohabitation entre des usagers qui ne se déplacent pas à la même vitesse et dont les besoins sont différents, voire parfois opposés. Et c'est bien là tout l'enjeu de notre webinaire aujourd'hui, car si ces aménagements ont été pensés pour favoriser le partage, la réalité du terrain nous montre que la cohabitation peut parfois être compliquée. Des conflits d'usage apparaissent lorsque les flux deviennent importants, lorsque les pratiques se superposent, ou encore à certaines heures ou certains jours où la fréquentation explose. Notre objectif au cours de ce webinaire est donc de mieux comprendre ces situations, d'identifier les difficultés et de réfléchir ensemble à des solutions pour que les voies vertes restent ce qu'elles doivent être, des espaces sûrs, agréables et accessibles à tous. Pour structurer nos échanges ce matin, nous allons commencer par quelques principes généraux et définitions. C'est Michel Anceau, notre délégué des Hauts-de-France et directeur de l'ADAV, qui ouvrira cette session en rappelant quelques principes fondamentaux ainsi que des définitions utiles pour bien cadrer le sujet. Ensuite, on aura 3 points de vue complémentaires avec 3 intervenants. Mathieu Laporte, qui commencera, qui est chef de projet chez Visea, qui nous parlera du cas particulier des cavaliers, et des spécificités liées à leur présence sur les voies vertes. Ensuite, Michel Anceau, qui reviendra avec l'arrivée et qui nous parlera de l'arrivée des nouveaux usagers, donc ce qu'on appelle les EDPM, les VI ou VELI, ainsi que les cyclomobiles légers, et sur les défis que ces nouveaux engins posent en matière de cohabitation.
Enfin, Olivier Maffre, consultant spécialiste en mobilité, qui partagera son retour d'expérience tout récent, parce que c'était il y a moins d'un mois, sur un trajet entre Royan et Nantes à bord d'un véhicule intermédiaire, justement. Ensuite, nous aurons un temps d'échange. Nous prendrons un petit moment pour écouter les réflexions et propositions que nous avons à la F3V, puisque nous travaillons depuis longtemps sur ces questions de partage des espaces. Et puis enfin, une session de questions-réponses. Nous terminerons avec notre webinaire par un temps dédié avec vos questions et vos remarques. Et donc, sans plus attendre, je passe la parole tout de suite à Michel. Bonjour, donc Michel Anceau, je vais vous rappeler, alors je ne vais pas vous apprendre grand-chose au début, hein, parce que ça sera essentiellement des rappels de définition sur qu'est la voie verte et son évolution ces dernières années. Donc qu'est-ce qu'une voie verte? C'est une route exclusivement réservée à la circulation des véhicules non motorisés, à l'exception des engins de déplacement personnel motorisés, donc les EDPM, des véhicules, des cyclomobiles légers. Donc c'est un peu tout ce qui est draisienne, électrique, voilà, des piétons et des cavaliers. Par dérogation, ça c'est la nouveauté depuis quelques années, les véhicules motorisés mentionnés à l'article R 411.3.2 peuvent également être autorisés à y circuler dans les conditions prévues au même article. Donc ça on le verra après. Puisque pour rappel, au départ, la voie verte excluait toute circulation de véhicules motorisés, ce qui pouvait aussi poser des problèmes pour les gestionnaires. En présence de cavaliers, le panneau le C115 peut être complété du panonceau, enfin de la bavette avec le cavalier qui signale la possibilité aux cavaliers d'utiliser une voie verte qui est déjà du coup ouverte aux piétons et aux cyclistes. Donc l'évolution de ces dernières années, c'était que les règles de circulation définies dans l'article qui définit la voie verte, donc le R 110.2, ont été modifiées, ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, par arrêté de l'autorité détentrice du pouvoir de police, donc en général le maire, dans les conditions qu'elle détermine, les véhicules motorisés utilisés par une catégorie d'usagers qu'elle définit ou par les titulaires d'une autorisation individuelle qu'elle délivre peuvent, par dérogation, être autorisés à circuler pour accéder au terrain riverain, sous réserve de respecter la vitesse maximale autorisée qu'elle fixe et qui ne peut excéder 30 km/h. Donc, donc ça, c'était l'évolution qui permet aujourd'hui d'ouvrir les voies vertes à des circulations motorisées. On voit que c'est quand même restrictif, c'est réservé aux riverains. On avait un souci, par exemple, un agriculteur ne pourrait pas auparavant utiliser une voie verte pour accéder à son champ, si par exemple c'était le seul accès possible. Donc certaines collectivités refusaient de créer des voies vertes parce qu'on avait ce biais en fait sur la possibilité d'y faire circuler des véhicules motorisés. Aujourd'hui, la voie verte donc, peut accueillir des véhicules motorisés, mais avec de fortes restrictions, puisque normalement, c'est bien réservé uniquement aux accès riverains et avec une vitesse maximum limitée à 30 km/h. Donc le décret ne modifie pas la définition de la voie verte, qui reste une route exclusivement réservée aux non motorisés. Et ça, c'est le premier point de la voie verte. Du coup, qu'est-ce qu'on retrouve sur une voie verte? Ben, un peu tous ces types d'engins. Donc la catégorie des piétons qui va regrouper, on le détaillera par la suite, les différents usages des piétons. Ça peut être les personnes en mobilité réduite, les personnes qui circulent avec une poussette, les joggers, tout ça. Les cycles, les différents types de cycles et les différents types aussi d'engins de déplacement personnel, motorisés ou non. Parfois les cavaliers. Et une nouvelle arrivée, on va dire, c'est les véhicules intermédiaires, les véhicules légers qui posent parfois question, suivant leur motorisation. Petit rappel en fait sur qu'est-ce qu'un piéton, parce que le piéton est divers dans sa forme, donc c'est déjà une personne qui se déplace à pied, donc c'est bien un mode actif, mais il peut se déplacer donc à roller, en skate, en trottinette sans moteur, en fauteuil, motorisé ou non, ou ça peut aussi être une personne qui mène à la main un vélo, une trottinette, un EPDM, donc tout ça c'est assimilé au piéton. C'est une personne qui à mobilité réduite. euh,
avec des béquilles, déambulateurs, poussettes, valises. Donc ça comprend beaucoup de monde. Il peut être en situation aussi d'handicap visuel, auditif, cognitif. Donc ça se voit pas forcément de prime abord, mais voilà, ça doit prendre en compte tous ces composants. Ça peut être un enfant, un senior, et donc on voit que tous ces usagers ont des besoins différents en fait dans leur besoin de se déplacer. Le cycliste, lui, donc si on prend le règle du code de la route, c'est un conducteur, il conduit un véhicule. Ce véhicule, donc c'est le vélo, avec ou sans assistance électrique, donc un VAE, à 2 ou à 3 roues. Donc tandem, vélo cargo, vélo couché, donc tous ces nouveaux, entre guillemets, nouveaux engins qui se développent et qu'on voit de plus en plus aujourd'hui, les long tail, les vélos cargo avec des remorques ou pas. Et donc il peut transporter une charge, un passager, tirer une remorque, donc forcément il est plus encombrant qu'un vélo classique. Il peut être aguerri ou non, expérimenté, sportif, pressé ou non. Et donc il y a des différentiels aussi de vitesse entre les différents types de cyclistes. Donc vous avez sur votre droite une représentation d'un flyer qui a été réalisé par Rue de l'Avenir avec notre association qui s'appelle À pied à vélo mieux se comprendre et qui rappelle en fait les règles de bon usage en fait de cohabitation entre les modes actifs, entre piétons et cyclistes, euh, quelques- suivant les différents types d'aménagement, dont la voie verte, parce que l'aménagement ne peut pas résoudre tous les soucis. On a besoin de bienveillance entre usagers pour qu'un aménagement fonctionne bien. Donc sur une voie verte, il n'existe pas de règle de circulation à proprement parler. La voie verte est une route, mais on n'en dit pas vraiment plus dans les articles du code de la route. Donc il n'y a pas de règle de priorité entre les usagers. Les usagers peuvent circuler où ils le souhaitent. Il n'y a pas de limitation de vitesse, sauf, on l'a vu tout à l'heure, pour les véhicules motorisés, autorisés sur une voie verte, donc ceux qui ont notamment les accès riverains, donc qui est limité à 30 km/h. Pour le vélo, il n'y a pas de vitesse maximale indiquée. Euh, le piéton, normalement, peut circuler où il le souhaite, puisqu'il n'y a pas d'indication spécifique sur sa place sur la voie verte. Euh, la voie verte est considérée avant tout comme un espace de respect mutuel, avec une priorité, du coup, à l'usager le plus vulnérable. Ça, c'est le code de la route qui l'indique. Euh, donc, forcément, ça implique de restreindre son allure quand on croise ou dépasse un autre usager, de conserver une distance appropriée pour ne pas le surprendre. Avant de dépasser un autre usager, il est donc indispensable de se signaler. Donc ça, c'est notamment pour le cycliste, l'usage de la sonnette est importante, bien en amont pour ne pas surprendre le piéton. Aussi se signaler par rapport à un cavalier pour ne pas surprendre le cheval lorsqu'un cycliste va le dépasser. Une autre règle qui est importante en fait à rappeler, c'est que les animaux de compagnie doivent être tenus en laisse. On a énormément de difficultés avec les laisses télescopiques des chiens qui posent de nombreux soucis, souvent de cohabitation sur les voies vertes. Du coup, beaucoup de collectivités accompagnent leurs voies vertes au-delà de la signalétique classique qu'on a vu auparavant, de panneaux informatifs pour rappeler des règles de bonne conduite en fait sur ces aménagements. Une illustration, voilà, de tout ce que j'ai pu dire auparavant, qu'on retrouve dans la plaquette qu'on a réalisée avec Rue de l'Avenir, euh, d'un cycliste. Ici, on le voit qui transporte des enfants, qui va se déporter largement pour croiser des piétons, qui également garde ses distances, ne frôle pas le piéton. Et quand on apprend à respecter ces règles de bon sens, on va dire, en général, tout se passe bien. Parfois, en fonction des flux, il y a nécessité d'envisager des solutions de séparation parfois du trafic. Mais dans la globalité des cas, on est plutôt sur ce type de représentation où on a un espace apaisé qui permet une cohabitation entre les modes actifs principalement et parfois d'autres usagers comme les cavaliers qu'on verra par la suite.
Sophie, Merci j'enchaîne Michel. Ouais, maintenant. voilà, du coup, Mathieu, du coup, si tu veux prendre la suite pour les cavaliers, Bien les sûr. cas des cavaliers. Très bien, merci. Donc bonjour à tous, je suis Mathieu Laporte, architecte et chef de projet dans le pôle mobilité durable du bureau d'études Visea. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit retour d'expérience sur une étude que nous avons menée pour la DREAL Normandie et que j'ai eu la chance de piloter aux côtés de mes collègues Alexandre Soulas et Manon Courrèges-Longue. On peut passer à la slide suivante. Rapidement, je vais essayer d'être synthétique parce que cette mission s'est étendue sur 8 mois. Il y a eu beaucoup de concertation, d'études de terrain, de benchmark, etc. Donc, je vais essayer d'être le plus synthétique et rapide, concis possible. On passe directement au contexte et aux enjeux. On a commencé tout d'abord par une phase de comprendre en fait d'où vient cette mission. Donc c'est une mission qui était une commande qui a été pilotée par la DREAL Normandie en partant d'un constat, c'est que la Normandie est une terre équine par excellence, renommée en France et à l'international. Et les collectivités faisaient remonter, les gestionnaires de voies vertes faisaient remonter certains conflits d'usage qu'il pouvait y avoir sur certaines voies, alors que dans d'autres territoires, on s'apercevait que les voies vertes étaient interdites aux cavaliers, d'autres étaient autorisées, mais sous certaines conditions, etc. Voilà, il y avait besoin d'avoir une vision un peu globale, repartir, faire un état de l'art et avoir une vision claire sur aujourd'hui comment on peut accueillir l'activité équestre sur les voies vertes, étant donné que le code de la route l'autorise, et obtenir voilà, des préconisations techniques et opérationnelles afin que les gestionnaires puissent s'en saisir et garantir un usage apaisé de l'activité équestre sur les voies vertes. On peut passer ensuite à la suivante. Donc l'objectif, c'était avant tout de dépasser les préjugés qu'on pouvait avoir et que certains gestionnaires pouvaient avoir sur ces cohabitations avec les cavaliers, rechercher un équilibre entre l'accueil des cavaliers, le maintien d'un niveau de service qui soit satisfaisant pour les piétons et pour les cyclistes, parce que une voie verte, en fonction de son contexte, n'a pas la même importance dans un maillage des modes actifs. Et surtout, c'était l'idée d'avoir des solutions qui soient efficaces, pragmatiques et proportionnées, c'est-à-dire qui prennent en compte le contexte dans lequel s'insère cette voie verte. En termes de méthodologie, donc comme je vous disais, c'est une méthodologie qui a été assez dense, répartie sur 8 mois. Au total, on a essayé d'avoir une approche qui soit avant tout collaborative avec des collectivités, des associations, des usagers et les différents acteurs des territoires sollicités, notamment en Normandie. L'objectif était d'avant tout d'obtenir ces préconisations qui soient partagées, crédibles et opérationnelles. Donc, on a fait du benchmark, on a fait de l'investigation de terrain, on a étudié aussi des cas très spécifiques de voies vertes sur le territoire normand qui étaient en phase plus ou moins avancée de faisabilité jusqu'à l'opérationnel pour voir comment on pouvait ajuster cette question de cohabitation avec les cavaliers. Il y a eu des entretiens, de la concertation et à la fin, les dernières slides de ma présentation, vous verrez, ce sont la synthèse et la valorisation de ces résultats sous forme d'outils d'aide à la décision pour les gestionnaires de voirie. Donc, l'identification des enjeux rapidement. On est parti de la littérature dont on dispose aujourd'hui, donc les différentes références techniques, réglementaires et sectorielles. Donc, tout ce que dit le CEREMA, ce que va pu dire la F3V, la Fédération française d'équitation, l'ONF, le code de la route aussi, en repartant directement de l'article qui qualifie la voie verte. Et on obtient très vite déjà une incompatibilité. Un enjeu majeur, c'est la question du revêtement. On voit bien que pour les cyclistes, ce qui est quand même favorable au développement de leur pratique, notamment dans le cadre du vélo utilitaire, ça reste un enrobé un revêtement dur, en enrobé, en béton. Alors que les cavaliers, il faut plutôt un revêtement souple qui soit propice au bien-être de l'animal, même si sur de courtes durées, un animal peut totalement se déplacer sur du revêtement en enrobé.
Néanmoins, voilà, il y a un peu cette incompatibilité qu'on identifie. On voit aussi qu'il y a différentes dimensions qui nous sont données. On a les dimensions du CEREMA officiel et on voit aussi qu'il y a des compléments pour les cavaliers qui correspondraient à peu près 80 cm, 1 mètre, pour se déplacer en étant à peu près confortable. Donc, en continuant sur cette analyse de la documentation, on voit qu'il y a une priorité absolue, c'est que malgré tous ces usages, hein, de concevoir des équipements qui se veulent avant tout accessibles à tous, il y a la priorité absolue qu'on doit accorder aux piétons, qui, encore une fois, ne doit pas être le parent pauvre de l'aménagement en mode actif. Donc, c'est comment on fait pour cohabiter, sachant que ce qu'on nous remonte aussi, c'est beaucoup de pédagogie dont on doit faire preuve en amont par la signalisation, par la communication, par certaines chartes d'usage qui sont mises en place dans certains territoires. Donc voilà, on commence à avoir une première vision des enjeux. On réalise ensuite une série d'échanges préalables avec les acteurs. Donc là, très, très rapidement, ce que l'on comprend, c'est qu'il y a une acceptabilité qui est à la cohabitation entre les cavaliers et les cyclistes, qui est plus ou moins importante, que la cohabitation est globalement perçue comme bien perçue. En fait, certaines mêmes personnes sont très contentes de pouvoir voir des cavaliers et qu'elle est peu génératrice de conflits. À la marge, comme on a évoqué certains, Michel, notamment sur la cohabitation avec les animaux domestiques, etc. Donc, ce que l'on comprend, c'est qu'il y a plutôt une question de communication, de sensibilisation du public et des points de vigilance qui viendraient plutôt sur la question du revêtement, de l'enrobé et surtout les cas très spécifiques de l'attelage pour certains aménagements qui nécessiteraient, dans ces cas très spécifiques, des surlargeurs nécessaires. Donc voilà, donc ce qu'on constate, c'est que les voies vertes constituent un maillon qui est essentiel à la connexion vers les autres itinéraires équestres, souvent, et que elles sont très peu attractives en destination. Ce qu'on constate, c'est que les cavaliers préfèrent spontanément se déplacer sur des chemins ruraux ou des chemins dont ils ont eux-mêmes la connaissance que spontanément se dire qu'ils vont aller emprunter la voie verte, qui peut être linéaire et avec des cohabitations avec d'autres usagers qui ne sont pas forcément très, très agréables. Passer à la suite. On a rapidement ensuite effectué un travail de benchmark sur le territoire français, mais aussi à l'international. L'objectif étant d'identifier les conditions favorables à la cohabitation pour cavaliers, cyclistes et piétons. Les principaux enseignements qu'on retire pour la France, c'est qu'il y a une forte diversité de pratiques et d'aménagements selon les territoires. Que le recours à l'enrobé suscite parfois des réserves et des levées de boucliers de certaines associations, de riverains, etc., y compris chez certains cyclistes, qu'il y a deux configurations qui sont dominantes sur la voie verte, qui sont ouvertes aux chevaux. C'est-à-dire que là, on se retrouve dans des configurations de voies vertes qui sont intégralement en stabilisé, en sable, et d'autres qui sont des voies vertes plutôt en enrobé, qui sont complétées par une bande latérale, elle, plutôt en herbé. Il y a une réticence à l'accueil des chevaux qui peut s'exprimer, mais qui repose essentiellement sur une crainte de dégradation du revêtement et aussi sur des enjeux de sécurité perçus en fonction un peu des biais de perception qu'on a tous et aussi pour le retour d'expérience, de la peur de certains élus qui ont eu des traumatismes avec les chevaux et qui du coup se disent que les chevaux sont des animaux très dangereux. On peut passer à la suite. En ce qui concerne les benchmarks internationaux, donc ça s'est surtout porté sur le Royaume-Uni, les Pays-Bas et l'Espagne. Ce qu'on constate, c'est surtout une tendance à la séparation des usages vers des réseaux qui sont plutôt dédiés pour les cavaliers, que la règle de priorité est souvent explicite. Donc, le piéton qui est au sommet de l'échelle, qui est l'usager prioritaire, le cavalier, parce que le fait de manipuler l'animal peut voilà, nécessiter de lui donner priorité, parce qu'il faut prendre en compte les contraintes liées au cheval, puis le cycliste à cause de sa vitesse. Donc les exemples sont quand même assez inspirants, hein. On voit notamment le cas des Quiet Lanes
qui nous montrent des cas de réaffectation de voirie qui peuvent nous permettre justement de favoriser cette cohabitation. Et que les enseignements majeurs qu'on en retire, c'est que la problématique de cohabitation renvoie également à des enjeux qui sont plus globaux, c'est-à-dire l'insuffisance de l'offre d'itinéraires qui sont dédiés au mode doux et la nécessité de développer des réseaux qui soient plus continus et aussi diversifiés pour permettre une cohabitation des usages ou carrément spécifier certains itinéraires en fonction des usages. En guise de conclusion, on obtient ce schéma de classification des freins à la cohabitation qu'on peut catégoriser dans 4 grandes familles. Donc la question des comportements et de l'éducation, la question de l'entretien, la question de la conception qui reste centrale et disons un peu le frein originel, on va dire, et la localisation. Les principaux freins qu'on identifie restent quand même le revêtement et la largeur de la voie. Il y a des sujets autour de l'appréhension des autres usagers, de l'entretien de la végétation, des différences de pratique, notamment liées au différentiel de vitesse, liées aux usages. Qu'on est dans le loisir, qu'on est dans le sport ou qu'on est dans l'utilitaire, on ne va pas à la même vitesse. La gestion des eaux pluviales, qui reste un sujet très, très prégnant pour la pérennité des aménagements. Et ponctuellement, parce que ces retours sont quand même bruyants certaines fois, la question des déjections animales, que ce soit canines ou équines, sur les voies vertes. On peut passer à la suite. La deuxième phase de cette mission, elle a consisté à se plonger sur des retours d'expérience d'aménagement qui sont actuellement en service. Des visites de terrain sur les voies vertes que je ne vais pas citer, mais que vous pouvez voir sur la présentation, qui sont toutes situées en Normandie. Et on a également pu se rendre à l'Étirando, qui est une très grande manifestation équestre qui avait lieu dans l'Orne l'année dernière, ce qui nous a permis au total d'interroger à peu près 80 usagers avec une grille d'entretien qui est standardisée afin de garantir la comparabilité des résultats. Et on a essayé de cibler tous les usagers, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas cantonné qu'aux cavaliers, on a interrogé des cavaliers, des cyclistes, des piétons, même des personnes en situation de mobilité réduite. Et l'objectif, c'était avant tout de recueillir leur perception et leur retour d'expérience afin de se nourrir de leur maîtrise d'usage des aménagements. Ce que l'on en retient principalement, c'est que les voies vertes sont majoritairement utilisées pour des activités de loisirs, de promenade. On est dans le contexte de la Normandie, hein. Je le rappelle, les voies vertes en Île-de-France, par exemple, sont peut-être un peu plus utilisées pour l'utilitaire. La fréquentation est principalement par des petits groupes, souvent composés de familles, d'enfants ou de personnes âgées. Et souvent, les valeurs qui sont associées à ce type d'aménagement, c'est le calme, la sécurité et la proximité avec la nature. On peut enchaîner. On a fait aussi un focus spécifique sur les revêtements, étant donné que dans la première phase, nous avions identifié que ça pouvait être un point de friction. Ce que l'on constate, c'est que le stabilisé compacté apparaît comme le revêtement qui suscite le plus large consensus auprès des usagers. Et ça, c'est à mettre en perspective avec les valeurs qui sont associées à la voie verte d'endroits où on se rapproche de la nature et le stabiliser de par sa couleur et dans l'imaginaire collectif plus associé à un respect de la nature, à un respect du paysage, à une meilleure intégration paysagère. L'enrobé, quant à lui, donc vous le savez, il est davantage apprécié pour les déplacements utilitaires et pour la pratique sportive, même si voilà, la F3V saura très bien vous éclairer sur toute sa pertinence. Les cavaliers expriment une forte préférence pour les revêtements souples, comme on avait déjà pu le voir dans la prise de connaissance sur la littérature technique. Et en fait, ce qu'on arrive, c'est à la conclusion, c'est que l'attente des usagers converge vers de nombreux aspects, mais que la question du revêtement reste néanmoins la plus centrale. Et ce que l'on peut voir, c'est que les dégradations, quand on reste sur le passage au pas des chevaux, elle est pas vraiment notable, hein. On le voit sur l'illustration qui est à côté du petit graphique. Par contre, le trot, voire le galop, pourrait générer des dégradations qui sont plus visibles sur du stabilisé. Et donc là, peut-être que la bande enherbée gagnerait en pertinence. On peut passer à la suite. On a
ensuite mener ces entretiens semi-directifs. Je vais peut-être pas m'étendre trop là-dessus. Vous aurez tout le loisir de parcourir le livrable qui est en libre accès. On vous mettra le lien dans la conversation. Mais on a mené des entretiens semi-directifs avec des acteurs ciblés, donc les acteurs équestres, donc associatifs, institutionnels, les acteurs des collectivités et des associations. En ce qui concerne les acteurs équestres, on a sollicité notamment l'association de loisirs équestres de l'Ouest Erdre et surtout le CRTE, donc le comité régional du tourisme équestre Normandie, qui faisait partie du comité de pilotage de cette mission et qui intervenait notamment pour l'expertise technique des propositions qu'on a formulées. Ce que l'on retient, c'est que les itinéraires des voies vertes sont souvent perçus comme complémentaires aux destinations de promenade des professionnels de la pratique équestre ou des usagers équestres au sens large, que l'objectif c'est d'offrir une solution sécurisée d'accès à des accès de services et des points d'intérêt et surtout une alternative lorsque les sentiers sont dégradés parce que les chemins ruraux ont tendance à reculer parce qu'ils nécessitent beaucoup de moyens d'entretien de collectivités et de petites communes qui n'ont pas forcément les moyens. Donc la pratique équestre sur ces chemins peut reculer. La cohabitation avec les cyclistes et les piétons est jugée globalement satisfaisante et que, bien sûr, et on y reviendra certainement, la question de la concertation auprès des cavaliers reste centrale dans tout cas de projet d'aménagement. Les acteurs vélo et marche, bien sûr, on ne sait pas quand on est qu'aux usagers cyclistes, on a essayé d'englober aussi l'ensemble du spectre des modes actifs. Donc on a notamment consulté la Fédération française de randonnée, le réseau vélo et marche, l'F3V et le CRMA. Ce que l'on constate, c'est que les voies vertes constituent un maillon qui est essentiel du réseau des modes actifs, que l'enrobé est reconnu pour son confort d'usage, pour sa durabilité et sa facilité d'entretien, que la stabilité conserve toutefois une image plus naturelle, comme je vous le disais précédemment, et que le fort intérêt pour la solution de séparation des usages est une fois de plus exprimé, sous réserve de préserver le confort des cyclistes. Voilà, il y a des conflits qui sont liés aux chevaux qui restent très ponctuels et qui concernent surtout des questions de vitesse et de partage de l'espace. Et pour terminer, on a également pris en compte, slide suivante, voilà, les gestionnaires de voirie en prenant attache auprès des départements essentiellement qui composent la région et une collectivité qui nous font remonter la volonté de développer ce réseau de voies vertes et de déplacements utilitaires à vélo, qu'il y a des préconisations principales en matière de cohabitation, c'est que l'impact des chevaux, les chevaux ont un impact sur ces revêtements et peuvent générer un coût d'entretien, donc c'est à prendre en compte. Qu'il y a peu de remontées signalant des problèmes majeurs de cohabitation entre les usagers sur leur territoire. Que l'enrobé est largement privilégié pour ses performances techniques et économiques, qu'il y a des contraintes foncières qui sont forcément à prendre en compte, notamment sur la répartition des usages, sur un profil en travers contraint. C'est très difficile de donner son espace à chacun. Et que l'aménagement en enrobé, parfois contesté au départ, on constate, enfin les usagers constatent, in fine, par l'usage, dans le temps, que en fait, c'est pas si mauvais que ça d'avoir de l'enrobé, parce qu'en fait, on peut se déplacer sur la voie verte tout le long de l'année. On peut enchaîner. En conclusion, il y a un consensus sur la séparation des usages lorsqu'elle est possible, que le profil en travers le permette, qu'une voie principale en enrobé pour les mobilités roulantes, mais aussi pour les piétons, pour les personnes en situation de handicap qui sont en fauteuil roulant, reste optimale et qu'une bande latérale enherbée ou en stabilisé pour permettre un revêtement souple pour les cavaliers resterait la solution à préférer. La solution est jugée pertinente à condition de garantir des caractéristiques qui sont adaptées aux besoins équestres, notamment en termes de largeur, d'entretien. On le verra prochainement. On peut enchaîner. Donc on arrive sur ce qui a fait l'objet de la restitution finale de cette étude, l'outil d'aide à la décision. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une question principale de base à se poser, c'est est-ce que la voie verte doit être aménagée pour inclure les usages équestres? Parce que l'objet de cette étude n'est pas de favoriser l'inclusion de l'équestre systématiquement dans toutes les voies vertes s'il n'y en a pas la pertinence, alors que ça va engendrer des frais supplémentaires pour les collectivités.
Donc, on a listé une série de questions et à partir du moment où on répond oui à au moins une de ces questions, dans ce cas-là, il faut enclencher une réflexion sur l'intégration de ces usages-là. Donc, ça reste des questions liées à la présence d'une structure équestre qui se trouverait à proximité de la voie verte ou sur la voie verte. Le territoire qui cherche à développer l'attractivité touristique équestre. Ou par exemple, s'il s'agit d'une réhabilitation ou de la création, est-ce que il y a un usage équestre qui est déjà existant ou sur le cheminement qui est concerné? Et dans ce cas-là, dans le cadre de la réhabilitation, on inclurait ces usages-là. Ou est-ce qu'il y a un maillage de chemins de randonnée à proximité de la voie verte qui est faible ou en déclin, comme je vous expliquais tout à l'heure sur l'entretien des chemins ruraux? Si oui, dans ce cas-là, on se pose la question de les intégrer. On peut enchaîner. En amont, bien sûr, ce que l'on préconise pour définir ces questions-là, c'est la question de la concertation. Il faut comprendre quel est l'usage de l'activité, enfin des acteurs équestres dans le territoire. Est-ce que les personnes qui sont à l'origine d'activités économiques, touristiques, ont ce besoin-là pour les inclure dans la boucle pour que le projet soit le plus facilement accepté et surtout le plus pertinent? On voit aussi qu'il y a des questions de communication, de sensibilisation, à l'instar de ce qu'a présenté Michel sur le petit fascicule sur la cohabitation par l'ADAC et Rue de l'Avenir. On pourrait totalement imaginer ce genre de fascicule pour comprendre quel est l'usage, les postures à adopter par rapport à la cohabitation avec les chevaux. Et bien sûr, il y a une série de bonnes pratiques qui sont spécifiques aux cavaliers, qui sont liées à leurs usages spécifiques sur les barres d'attelage, les points d'eau, etc., qui sont à connaître. On en arrive à 3 solutions en ce qui concerne le revêtement, et c'est là où il peut y avoir quelques divergences avec la posture de l'F3V. Au vu du travail qui a été mené en amont, ce qu'on arrive, c'est en solution 1, dans le cas d'une cohabitation qui serait nécessaire entre les différents usages, on obtiendrait en fait une bande de roulement de 3 mètres minimum qui permettrait, sur du stabilisé, une cohabitation des usages. Euh, Ça reste discutable en ce qui concerne le revêtement, mais néanmoins, on peut imaginer que sur des linéaires pas trop conséquents, on pourrait privilégier ce scénario-là en stabilisé. Dans le scénario 2, où on viendrait avoir des profils en travers plus confortables, des acquisitions foncières qui sont facilitées, on viendrait sur une répartition 3/5, 2/5, avec une bande de roulement pouvant accueillir les modes actifs piétons, cyclistes, fauteuils roulants sur de l'enrobé, et une bande de largeur variable en fonction des acquisitions réalisables de à peu près 1,50 m, 2 mètres, qui permettrait soit en stabilisé, soit en enherbé, mais privilégions l'enherbé pour des questions de coût et de questions d'imperméabilisation, pouvant accueillir les cavaliers. Il y aurait une troisième solution qui, elle, consiste, elle, à plutôt identifier le réseau et le maillage, et dans ce cas-là, diffuser l'usage équestre plutôt sur un maillage parallèle de chemins ruraux, qui dans ce cas-là ne reviendrait pas à mettre en cause la cohabitation. Donc, en ce qui concerne, on peut passer à la slide suivante et faire un petit focus spécifique sur la question du revêtement qui reste clé. L'idée n'est pas de reconvertir toutes les voies vertes en stabilisé, ce qui serait totalement contradictoire avec disons, la bonne pratique cyclable, mais plutôt de se poser des questions sur les cas très spécifiques. Et c'est pour ça qu'on a réalisé ce tout petit d'arbre décisionnel en se posant différentes questions. Donc, par exemple, est-ce qu'on va accueillir un usage agricole sur la voie verte? Si oui, dans ce cas-là, on va privilégier l'enrobé. Est-ce que on est dans une zone qui est un peu humide, où il pleut beaucoup? Dans ce cas-là, on va plutôt privilégier l'enrobé, parce qu'on sait très bien que le stabilisé est drainé par les eaux de pluie. Est-ce que la voie verte ou la véloroute est un itinéraire qui est stratégique parce que véloroute nationale, itinéraire européen? Dans ce cas-là, on va plutôt privilégier les modes actifs et les vélos en restant sur de l'enrobé. Et dans le cas où on n'aurait pas des profils en travers trop importants. Et aussi sur la question de la fréquentation projetée qui serait, elle, très importante. Dans ce cas-là, on va plutôt privilégier l'enrobé
Enfin, on va plutôt privilégier l'enrobé parce que si on a trop de cyclistes, on risque de mettre en danger la cohabitation pérenne entre tous les usagers. On peut enchaîner sur la suite. On a fait des focus pour comprendre un peu quels étaient aussi les équipements et les notions d'entretien qui sont spécifiques pour accueillir la pratique la pratique équestre. La question des barres d'attache, la question des aires de pique-nique, la question des points d'eau, la question des largeurs nécessaires, la question des essences d'arbres et la question de l'élagage pour prendre en compte que en fait, quand un cavalier est sur son cheval, bah, il est à une certaine hauteur, qui est à prendre en compte dans l'élagage pour éviter que le cavalier se prenne des branches en déambulant sur la voie verte. Prochaine slide. Voilà, on rappelle aussi quelles sont les largeurs adaptées aux différents usagers. Et on a fait un petit schéma global prenant en compte la largeur nécessaire. C'est la slide prochaine, prenant en compte la largeur nécessaire pour se déplacer dans différentes configurations, donc le cavalier seul, le cavalier accompagné et l'attelage, en prenant aussi en compte la surlargeur minimale, parce qu'il y a toujours en fait un espace d'aisance, on va dire, à la pratique. Et pour terminer, on a complété ces arbres décisionnels par une série de fiches thématiques qui nous permettent d'aller plus loin et de mieux saisir quelles sont les bonnes pratiques à adopter et à adapter sur les voies vertes. Donc la question du désaxage de la bande de roulement, la question de la cohabitation avec les activités agricoles et la gestion des eaux. En cas de fréquentation importante, les barres d'attache, les dispositifs anti-intrusion, parce que l'idée n'est pas en accueillant de nouveaux usagers, de permettre aussi l'intrusion de véhicules motorisés qui pourraient utiliser ça comme itinéraire de shunt. La végétation avec les essences à privilégier pour éviter l'intoxication des cavaliers, enfin pas des cavaliers mais des chevaux. Les ouvrages de franchissement, le cas spécifique des ouvrages de franchissement et leur revêtement, et la question des attelages. Je pense avoir terminé. Désolé, j'ai peut-être été un peu long. Non, merci beaucoup, pour la suite. Mathieu. Merci beaucoup pour cette présentation. On sait que voilà, c'est difficile parfois de respecter 15-20 minutes quand on a un rapport complet à présenter. Michel, je vais te redonner la parole du coup pour parler du cas des nouveaux usagers. Alors, on les a appelés comme ça, mais pour certains, ils sont un peu moins nouveaux que d'autres. Et je sais que tu meurs d'envie de répondre à Mathieu sur la question du revêtement, mais, mais voilà, ça, on se le garde pour la suite, pour les échanges. Voilà, à toi, Michel, merci. Ok, donc là, on a vu le cas des cavaliers qui ont des besoins spécifiques. Aujourd'hui, les voies vertes accueillent aussi ce qu'on a évoqué au début de l'intervention de nouveaux engins. Donc pour résumer, on va vous les redétailler. Donc il y a les engins de déplacement personnel motorisés. Donc c'est tous ces petits engins électriques que vous voyez fleurir un peu partout. Vous avez des trottinettes, des patinettes, des gyropodes, des monoroues. Donc c'est la config, ça se regroupe sous le terme EDPM. Donc ils sont autorisés sur les voies vertes, à condition que leur vitesse soit limitée à 25 km/h. Donc après, on a toutes les dérives, hein, puisque vous pouvez acheter tout sur Internet avec, c'est spécifié que c'est à usage privé, mais vous les retrouvez également sur les voies publiques, parfois sur les voies vertes. On a aussi, on verra tout à l'heure, un exposé sur les véhicules intermédiaires ou VELI. Donc ça regroupe la famille des véhicules qui sont entre le vélo classique et la voiture, comprenant tout ce qui est mode de transport de moins de 600 kg, donc c'est pas anodin quand même, et allant de 25 à 90 km/h. Donc là-dedans, on met beaucoup de choses, comme les vélos cargo, les tricycles carénés protégés, des vélos taxis, des voiturettes électriques, dont les amis. Donc la question, c'est est-ce que tous ces engins peuvent aller ou non sur des voies vertes. Euh, et puis également ce que j'avais évoqué dans la première intervention, les cyclomobiles légers, donc qui sont conçus pour le déplacement d'une seule personne, dépourvus de tout aménagement destiné au transport de marchandises, donc c'est limité en poids, dont la vitesse maximale n'excède pas 25 km/h, équipé d'un moteur électrique dont la puissance maximale est inférieure à 350 watts, ayant
un poids à vide inférieur à 30 kg. Donc c'est le petite illustration que vous voyez à droite, l'espèce de draisienne avec une selle que l'on retrouve pas mal en ville en fait aujourd'hui. Voilà. Donc ça c'est ces nouveaux usagers qui apparaissent également et qu'il faut prendre en compte, puisque certains sont autorisés sur les voies vertes, d'autres non. Slide suivant. Donc forcément, ça engendre, auparavant, on avait sur les voies vertes pratiquement que des vélos classiques et des piétons. Donc il y a des différentiels de vitesse, plus importants, donc ça peut poser des problèmes de cohabitation, de dimensionnement. On voit qu'un véhicule léger forcément prend beaucoup plus de place qu'un vélo, un vélo cargo, un vélo attelé. Euh, voilà, c'est des problèmes aujourd'hui qui sont à prendre en compte, suivant les milieux, suivant les endroits où vous êtes, et aussi des comportements pas forcément prévisibles avec des accélérations rapides pour les engins, pour les engins motorisés qui peuvent surprendre le piéton. Euh, Par rapport à ces engins, le besoin, c'est un revêtement lisse, comme pour la plupart des usagers, hormis le cheval. La largeur de voie, doit être plus importante quand on accueille un flux important et une concentration de nouveaux engins. Et un autre besoin aussi qui est souvent exprimé pour ces engins, mais également pour les cyclistes et les cavaliers, c'est tout ce qui est dispositifs d'accès qui doivent être adaptés, c'est-à-dire que l'idéal, c'est qu'il n'y ait pas de dispositif de retenue, genre barrière ou potelet trop serré qui empêche l'accès à la voie verte. Et du coup, merci, merci Michel pour ce rapide point sur les nouveaux usagers. Et pour illustrer un peu ce que tu viens de dire, on va laisser la parole à Olivier, va nous parler de son expérience sur la côte atlantique en vélo. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, donc moi je suis consultant, j'accompagne des collectivités, des entreprises ou des cabinets de recherche parfois sur leurs projets de mobilité. Et là en ce moment, donc, j'ai une mission pour Acticycle qui est un constructeur, un petit constructeur de véhicules intermédiaires. Je pense que tu peux passer à la slide après, on comprendra plus facilement ce que c'est. Voilà. Juste celle d'avant. La première, voilà. C'est donc un quadricycle, 4 roues, 2 places, un toit et un coffre. Donc on est dans cette catégorie qui a bien été décrite par Michel, qui est la catégorie des véhicules légers et intermédiaires. L'acronyme c'est VELI, qui est une catégorie très large dans laquelle on inclut, comme il l'a rappelé, pas mal de choses. Là on est sur quelque chose qui se rapproche quand même beaucoup du monde du vélo, puisque on est sur c'est un moteur de vélo cargo, un pédalier de vélo cargo, c'est un moteur Valeo, et avec un système, enfin avec 4 roues, mais une largeur qui reste, je vais en parler juste après, inférieure à 1 mètre. Alors pour tester un peu ce vélo et pour voir ce que ça donnait sur l'Atlantique, j'ai parcouru effectivement fin mai 750 km. J'avais prévu 600. Alors la trace GPS qu'on voit, il manque des morceaux, mais voilà, au final j'ai fait 750 km. Je suis allé sur toutes les îles qui étaient reliées par des ponts, donc entre Royan et Nantes. Sur la question des infras que j'ai pu utiliser, en fait c'est un mix de un peu tout, des bandes et des pistes cyclables, la Vélodyssée majoritairement et je vais y venir, il y a des endroits où j'ai évidemment pas pu l'utiliser, mais c'est assez rare, mais je vais en parler. Et beaucoup de petites routes sur ce parcours. Et en fait, en résumé, je me suis comporté globalement comme un vélo partout en dehors des zones urbaines, puisque en fait, donc on est assisté jusqu'à 25 à l'heure, hein. Donc il y a un modèle à 45, mais celui-ci c'était 25 km/h. Donc prendre les infraroutières à 25 à l'heure, vous le savez, c'est pas forcément, lorsqu'elles sont limitées à 90, c'est pas forcément confortable. Donc dans ces endroits-là, je prenais au maximum les infracyclables. Et par contre, dans les centres-villes, quand les pistes les infracyclables sont étroites, j'étais majoritairement sur la voirie routière. Voilà. On peut passer à la suivante, je présente un peu plus à quoi ça ressemble pour que vous ayez en tête, parce que les photos sont pas toujours très, très claires. Donc je disais 2 places, 92 cm c'est la largeur. Vous allez voir, je vais en parler pour dire voilà, comment ça se comporte sur une voie verte, mais en gros, c'est pas très très large. C'est assez long en revanche, c'est 2,36 m de long. Donc là, il y a une longueur qui est à peu près celle en fait des longs vélos cargo ou des triporteurs. Enfin, ça dépend les modèles, mais on est sur des largeurs comparables à peu près ou un peu plus longues.
une centaine de kilos et on voit là l'emprise au sol voilà, qui est représentée par rapport à une voiture. J'ai pris cette photo aussi où il est garé sur une place de voiture pour qu'on regarde, pour qu'on puisse avoir une idée de la place que ça prend. La slide suivante permet de comparer un peu avec des camarades vélo et véli. Alors ça, c'était les différents véhicules intermédiaires ou vélos un peu similaires que j'ai pu croiser sur mon parcours. Donc j'en ai profité pour faire quelques photos. À gauche, vous avez un Vélio, c'est un véhicule intermédiaire autoconstruit. On voit qu'il est un peu plus artisanal que l'Acticycle, qui est en train d'être industrialisé et qui est à des stades plus avancés. Et puis, bon, en bas, ce sont un couple qui a construit son propre tricycle avec un toit. C'était assez curieux de les croiser au bord de l'océan. Et puis là, plus haut, vous avez des Rosalie. Ça, on a plus l'habitude d'en voir, mais c'est vraiment pas le même usage, puisque l'objectif de ce véhicule Acticycle, c'est vraiment d'avoir un vélo cargo beaucoup plus confort et avec beaucoup plus de capacité, avec une deuxième place notamment. Les Rosalie, bon, on est plus sur des usages touristiques et de très courte distance, alors que l'Acticycle, il est quand même bien conçu pour faire des kilomètres. Je te laisse passer. Alors voilà, sur la cohabitation, j'y viens, puisque c'est ce retour d'expérience qu'on m'a demandé d'exprimer un petit peu sur comment ça se passe sur les voies vertes. Là, vous avez trois photos, trois illustrations. Moi, ce que j'ai pu constater, c'est qu'il n'y avait pas de difficulté en fait à cohabiter avec les autres usagers sur la très très grande majorité des voies vertes. Je le disais juste avant, notamment en zone non urbaine, quoi, donc en dehors des villes. C'est le cas des deux photos que vous avez à gauche, où on est sur des axes à grande circulation qu'on pourrait pas prendre en vélo, même avec ce véhicule, et où les infracyclables sont assez dimensionnés, sont dimensionnés correctement pour le véhicule. On voit tout à gauche, c'est une voie verte, enfin une piste cyclable qui est en fait à sens unique, elle est séparée de la chaussée, mais il y en a dans les deux sens, donc c'est assez confortable et assez large. Et puis là, ça doit être le pont de l'île de Ré, ouais, c'est ça, qu'on voit sur la photo du centre. Et à droite, on a une photo avec des potelets. Alors ça, en fait, ils sont tous quasiment dimensionnés à 1 mètre, donc avec 92 centimètres, on passe. À chaque fois qu'il y a des potelets, en général, on arrive à les passer. J'ai jamais eu de problème de potelets. Plus de barrières, on va y venir. Mais voilà, on voit ce cas-là où notamment, on parlait des cavaliers. J'ai mis cette photo puisqu'effectivement, c'est à un moment du parcours où il y a pas mal de chevaux de cavaliers qui peuvent emprunter l'axe aussi. Un mot ensuite vas-y, je peux passer à la suivante. Alors, sur les cas où la largeur est plus limitée, sur ce sujet-là, parce que c'est les questions qu'on m'a souvent posées, on m'a dit, mais comment tu fais quand c'est peu large? En fait, globalement, sur ces cas-là, moi, j'avais pas de souci de croisement ou de cohabitation. En fait, l'exemple que j'ai pris là, c'est au même endroit, les trois photos. C'est pour montrer qu'il suffit simplement de se décaler ou de s'arrêter pour laisser passer les cyclistes. Donc j'ai eu à chaque fois des comportements comme ça de courtoisie, on va dire, parce que je considérais qu'effectivement, étant l'usager qui prenait le plus de place, c'était à moi de m'arrêter. Et sur tout le parcours, j'étais assez surpris de ne pas avoir de réaction. J'ai jamais eu une seule réaction négative, même quand je m'arrêtais de discuter avec les gens pour parler de ce vélo, de ce véhicule avec les gens qui étaient curieux de le découvrir. J'ai pas eu de réaction j'essayais de guetter les visages aussi lorsque je croisais les gens. Mais voilà. Donc cette slide simplement pour dire que même quand c'est assez étroit, finalement, on n'a pas forcément de difficultés à croiser d'autres usagers. En fait, ça dépend surtout de la fréquentation, et je vais y venir juste après. Vas-y. Alors, avant de parler de la fréquentation, juste pour dire que le confort est quand même maximal, mais ça, c'est pas que pour les vélis, je pense que c'est pour tous les usagers des voies vertes. Il est quand même maximal sur des voies vertes qui ont une largeur supérieure à 3 mètres, et encore plus, évidemment, sur des petites routes du réseau secondaire. Les trois photos que vous avez, à gauche, je crois que c'est une infracyclable toute neuve en entrée de Nantes, dans l'agglomération de Nantes, pas très loin de la Loire, où on a une très grande largeur, c'est hyper confortable, et vous voyez là que être avec le trafic automobile, ce serait pas du tout cohérent et pas du tout confortable. Au milieu, c'est en bord d'océan, ça doit être un peu après les Sables d'Olonne, je sais plus exactement dans quelle commune, mais c'est pareil, c'est très très large, donc
Pas de souci de cohabitation là-dessus et c'est confort pour tout le monde. Et puis à droite, c'est une petite route quelque part vers Royan où on voit que bah, là, c'est tout le sujet de la réaffectation du réseau secondaire, mais c'est vraiment ces routes qui sont idéales pour se déplacer avec ce type de véhicule. Je crois que j'ai un mot après sur les barrières. Voilà, quelques barrières à l'entrée. On m'a souvent dit, mais tu passeras pas les barrières, donc tu rentreras pas dans les voies vertes. En fait, ces barrières, je me suis rendu compte qu'elles étaient globalement en train d'être retirées un peu partout. Le cas que vous voyez là où les barrières sont un peu tordues, c'est pas moi hein, qui les ai tordues. Elles étaient comme ça avant que j'arrive. Ça finit par passer, mais en fait, c'est vraiment très inconfortable puisqu'il faut descendre du véhicule pour le déplacer. Donc dans les deux cas qu'on a là, il y a les deux photos de gauche, c'est le même endroit. Les deux cas qu'on a là, c'est les deux seuls cas de difficulté que j'ai rencontrés sur le parcours. Et du coup, ça passe en déplaçant le véhicule, mais c'est vraiment pas confort. J'ai constaté en discutant avec les autres usagers de ces infras que, en gros, si moi je passais pas avec ce véhicule-là, ils passaient pas avec des vélos cargo ou des triporteurs, parce qu'ils ont à peu près la même largeur, voire plus parfois. Donc c'est un sujet qui dépasse largement la question des vélis et qui pose la question, mais ça a été abordé juste avant, de comment on gère bah, l'accueil et l'entrée dans les voies vertes de véhicules plus larges et des nouveaux usages. Euh, voilà pour le cas des barrières qui sont globalement en train d'être levées un peu partout. Et la question qu'on peut se poser forcément, c'est bon, bah, c'est très bien quand il n'y a pas beaucoup de monde et puis sur des voies vertes très larges, mais quand c'est plus fréquenté, voire un peu étroit, bah, comment ça se passe et comment on fait pour se mêler dans le trafic? Alors j'ai pris un exemple donc sur l'île de Ré, un dimanche du mois de mai très ensoleillé, en heure d'ultra pointe, parce que je crois que c'était à peu près 11h30 le matin. Euh, Vous voyez la photo, donc là on est sur un moment où il y a beaucoup de monde. Alors la personne qui est derrière s'est arrêtée parce que je faisais des photos, j'étais au milieu, mais c'était pas un problème de dépassement, je tiens à le préciser. Mais on a un peu tous les usages et j'ai une vidéo qui est dans la slide d'après, je sais pas si ça va fonctionner, qui montre un petit peu, qui montre un petit peu comment ça peut cohabiter et les questions quand même que ça pose. Je te laisse la lancer. Tu peux couper le son, je pense, mais ouais, y a pas le. Ouais, alors voilà, ça bug un peu quand même. Ah ouais, donc du coup, on n'a pas vraiment la vitesse. Bon, j'ai l'impression que la vidéo va à une vitesse qui n'est pas la vitesse naturelle de la vidéo. Ouais, si, ça va. Bon, on voit que, donc là, on a des cyclistes qui sont très lents, qui devaient rouler à 12-13 km/h, donc il y a un dépassement qui se fait. Et ensuite, on va voir notamment le virage. On a un porteur qui arrive et tout un tas d'autres usagers. Enfin voilà. Bon, c'est pas, ça fonctionne pas si bien que ça la vidéo. Simplement pour montrer que bah, il y a du monde, ça passe, ça génère pas de conflit, en tout cas en ayant un comportement adapté, ça génère pas de conflit particulier, ça demande beaucoup de prudence et donc ça pose d'évidentes questions sur comment on cohabite, sachant que pour info, le cas de l'île de Ré, les infraroutières sont strictement interdites aux vélos, donc j'aurais pas pu normalement emprunter les voies routières. Enfin, en tout cas, ça aurait été particulièrement dangereux. La dernière slide, c'est un peu un bilan et une conclusion. Qu'est-ce qu'on peut, voilà, quel bilan, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette cohabitation? Alors pour moi, la réponse au regard de cette expérience, elle dépend bah, du niveau de fréquentation. On l'a vu, selon qu'il y ait du monde ou pas, bah, c'est pas tout à fait pareil, on se comporte pas de la même manière. Donc, bah, faut être plus lent, faut accepter de ne pas doubler quand bah, il y a trop de monde. Mais en fait, on le fait déjà en vélo, mais on le fait encore plus en, en véli. Je comparerais ça un peu à quand vous conduisez une petite voiture par rapport à un utilitaire ou un camion. On n'a pas du tout la même conduite. Bah, c'est un peu pareil, on fait beaucoup plus attention. La largeur de l'infra, c'est assez important aussi. C'est clair que bah, plus c'est large, plus on est à l'aise. Et c'est pas que le cas des vélis, je l'ai rappelé. La largeur du véhicule, en fait, avec un vélo comme ça qui fait moins d'un mètre, on a globalement pas de soucis pour se croiser, pour passer dans les entrées-sorties. Donc c'est vraiment un sujet, sachant je sais qu'il y a des vélos, des triporteurs qui font plus d'un mètre de large et eux ont plus de difficultés. Donc il y a un sujet sur la largeur.
Et enfin, j'ai dit surtout la capacité à respecter les autres usagers, parce qu'en fait, ça a été rappelé dans les interventions précédentes, mais évidemment qu'il faut adapter sa conduite et sa vitesse. Et là, on est sur un vélo qui est donc limité à 25 km/h en assistance, mais même si c'était pas le cas et qu'il pouvait aller plus vite, en réalité, le sujet, c'est comment on adapte sa vitesse au bon moment voilà, et comment on cohabite intelligemment avec les autres usagers. Et puis, bien sûr, il faut rouler à droite, c'est pas le cas. Le vélo sur la piste, là, est sur la voie de gauche, mais c'était pour la photo sur le pont de Noirmoutier. Mais c'est mieux de rouler à droite quand même. C'est plus, c'est plus prudent. Il y a un petit récit sur mon blog si vous voulez voir plus d'infos, plus de photos sur ce parcours, qui était assez instructif. Au-delà de ça, sur voilà, à quoi ces véhicules peuvent servir dans des perspectives un peu d'écotourisme. C'était assez intéressant de mesurer et d'entendre les acteurs du vélo et du tourisme dans cette région. Voilà, j'ai fait assez court, je crois. Très bien. Merci beaucoup, Olivier. C'est vrai que ta vidéo a peut-être pas très bien marché là sur la projection en direct, mais moi qui l'ai vue dans sa globalité et avec vitesse normale, j'avoue que c'est assez parlant et parfois on a un peu le frisson quand tu prends les virages. Oui, parce qu'on Mais- voit le virage en question, en réalité, c'est vrai que la vidéo est un peu trompeuse, parce que quand on est dans le vélo, on a une super visibilité avec le pare-brise, et en fait, le virage, on voyait très bien ce qui arrivait, quoi. C'est pas un virage fermé, tu vois. Donc, oui. Mais c'est vrai que sur la vidéo, ça peut paraître un peu étrange. Tout à fait. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage. Si vous avez des questions pour Olivier, on les prendra juste après. Là, je vais juste repasser la parole à Michel et peut-être pour résumer déjà dans un sens tout ce qu'on s'est dit par rapport euh, à la fréquentation alors des cavaliers, mais aussi des nouveaux usagers. Quelles sont finalement les réflexions et les propositions que la F3V peut faire pour faciliter la cohabitation, limiter les conflits d'usage sur les voies vertes? Et Michel, je te redonne la parole. Ok. Donc déjà merci à Mathieu et Olivier pour leur présentation, puisqu'on voit qu'on a aussi des nouveaux engins qui dépassent les largeurs d'un vélo classique ou des animaux assez imposants comme le cheval. Donc on voit qu'il y a des besoins différents et je pense que c'est vraiment un peu le leitmotiv qu'on doit avoir, c'est adapter la voie verte au flux attendu, aux espaces, enfin aux endroits qu'elle va desservir, aux finalités, s'il y a des besoins de déplacement utilitaire, si on est sur des grands itinéraires, ça a été rappelé, on n'a pas forcément les mêmes besoins. Je voyais dans le chat que quelqu'un disait il n'y avait pas de piétons sur l'île de Ré. C'est vrai que j'étais allé il y a quelques années, effectivement, il y a très peu de piétons et je pensais pas très agréable quand on est piéton vu la masse de cyclistes qui passent sur ces voies vertes là dans les marais. Il faut plutôt conserver sa droite quand vous êtes cycliste, hein, c'est pas trop un endroit de déambulation vu les flux. Donc il y a aussi tous ces aspects à prendre en compte pour avoir des voies vertes qui fonctionnent. Il y a un besoin de bienveillance. Donc si on peut résumer un peu aujourd'hui, on a donc des EPDM et des Véli. Donc nous, notre demande, c'est que on limite la puissance de ces véhicules à moteur à 250 watts avec des vitesses limitées à 25 km/h et qu'on soit peut-être plus restrictif sur l'usage parce qu'on voit aujourd'hui une dérive avec des engins vendus, entre guillemets, vendus sur le net et qui n'ont pas le droit normalement de circuler sur l'espace public. Et ça, c'est une vraie dérive aujourd'hui. Donc ça, je pense qu'il faut vraiment être rigoureux sur la limitation de la puissance de ces engins et peut-être aussi avoir un lobby plus fort pour interdire à la vente des engins qu'on ne peut normalement utiliser que sur l'espace privé, mais qui malheureusement vont se retrouver très facilement sur les voies vertes. Euh, Ensuite, la voie verte, c'est défini comme une route, donc conseiller aux piétons, comme sur une petite route de campagne, de circuler plutôt sur la gauche de la voie face à la circulation des autres usagers, que ce soit les chevaux, les piétons, pour avoir une bonne covisibilité. Euh, Sachant que sur une voie verte, les piétons vont aussi avoir tendance à prendre tout l'espace à discuter, mais déjà quand vous marchez sur la gauche, vous voyez normalement mieux le trafic des cyclistes ou autres qui peuvent arriver, donc la cohabitation se passe mieux.
Une voie verte doit permettre la cohabitation des usagers. On le rappelle, ils se déplacent à des vitesses différentes. Donc, sortir en fait du dogme, une voie verte, c'est toujours 3 mètres de large. Quand on est à l'approche de gros générateurs, si les emprises le permettent, envisager des surfaces plus larges. Par exemple, moi, si je prends le cas que je connais bien sur la métropole lilloise, toutes nos voies vertes pratiquement font toujours 3 mètres de large, quelles que soient les emprises disponibles et les environnements. Et quand vous êtes sur une agglomération de plus d'1 million d'habitants, à certains endroits, 3 mètres ne suffisent pas. C'est pas le revêtement qui amène des problèmes de cohabitation, c'est plutôt la trop faible largeur. A contrario, on le verra sur les photos après, sur d'autres espaces, on peut peut-être trouver parfois des compromis qui permettent une cohabitation entre des chevaux et des cyclistes sur des espaces plus restreints. Et donc aujourd'hui, on a, je pense, de manière assez générale, du mal à dépasser ces 3 mètres quand les emprises le permettent. Or, pour rappel, la voie verte, c'est un support de voie de déplacement, c'est pas que du loisir, ça doit aussi servir au déplacement du quotidien, utilitaire, c'est dans le cahier des charges originel de la voie verte, et parfois c'est un peu oublié. Et quand nécessaire, il peut être préférable de séparer les usagers en matérialisant des espaces distincts pour les différents types d'usagers. Par contre, tout le temps, quand on sépare les usagers, ne pas considérer qu'un piéton va accepter une surface meuble, contrairement aux cyclistes. On se rend compte que l'écrasante majorité des piétons vont tous se reporter sur la surface la plus lisse, en fait. Et donc, quand on juxtapose deux revêtements différents, on se rend compte que la majorité va sur l'espace le plus lisse, donc privilégier tout de suite un espace le plus large. Par rapport au cas spécifique du cavalier, donc on a bien entendu les besoins. Nous, on rappelle que et c'est aussi tous les travaux qui ont pu être faits entre la F3V et FNE sur l'intérêt de l'enrobé. Ça a été évoqué dans le chat, je voyais aussi les problèmes d'entretien qui sont récurrents, même si l'eau stabilisée demande un entretien constant. Il se dégrade quand même très vite, quoi qu'on nous dise, et on sait que s'il y a une activité équestre cyclable assez importante, il va pas tenir très longtemps. Si vous prenez des endroits où on est dans des parties très ombragées, comme sur la photo de gauche, c'est la voie verte de l'Avesnois, avec le dépôt des feuilles, l'entretien est quasi impossible surinstabilisé. Euh, et donc, une proposition serait peut-être d'essayer de réfléchir à une règle 2 tiers, 1 tiers, d'accepter, pourquoi pas, de réduire à une largeur circulable en enrobé plus étroite que les 3 mètres pour pouvoir dégager une bande enherbée ou en stabilisé, s'il le faut, contiguë, ce qui permet de conserver une emprise assez importante. Là, c'est la voie verte de l'Avesnois que vous avez à gauche. Typiquement, on a une voie verte qui accueille la Scandibérique, donc un grand itinéraire qui fait pas 3 mètres, mais qui permet de conserver une bande enherbée latérale pour la circulation des cavaliers. Euh, voilà, ça c'est un peu nos préconisations qui, qu'on retrouve en fait, même si Mathieu disait que une partie des cyclistes préfèrent le stabiliser, c'est vrai, mais l'écrasante majorité très vite quand même préfère un revêtement lisse. C'est la même chose pour les piétons. Et les voies vertes doivent vraiment être support de, de déplacement. Et donc ça nécessite des, des conditions de circulation possibles, quel que soit le temps. Euh, Vous avez aujourd'hui des étés de plus en plus secs. On voit que le stabilisé rejette énormément de liants, beaucoup de poussières qui sont très désagréables, quels que soient les usagers, par temps de pluie prononcé. Quand vous passez sur un stabilisé, il y a une déformation qui se fait immanquablement avec le passage important de chevaux. Donc tout ça, en fait, c'est vraiment une question d'usage. Comme ça a été rappelé par Mathieu, il faut vraiment regarder quels sont les usages, quels sont les besoins, essayer de s'adapter et accepter parfois des compromis, d'où cette proposition de 2 tiers, 1 tiers, 2 tiers enrobés, 2 tiers de sol meuble, qui peuvent être
une bande enherbée classique ou un stabilisé contigu à un sol plus dur. Merci beaucoup, Michel, pour l'explication, enfin, le partage de ces réflexions et des propositions de la F3V. Alors, j'apprécierais énormément de mettre ma caméra pour me montrer à vous, mais malheureusement, mon ordinateur fatigue un peu et ne me l'autorise pas. Donc, merci à tous les trois pour vos présentations. Ce qu'on vous propose rapidement, parce qu'on a pris un peu de retard sur la présentation, donc peut-être on va limiter un peu cette partie d'échange à la base qu'on avait prévue entre nos intervenants. Peut-être, alors Michel, tu as déjà parlé du coup de cet exemple de la voie verte de la Vénois. C'est vrai que moi, je tenais quand même à rappeler aux participants que voilà, la F3V a fait tout un travail sur la question de l'enrobé en lien avec France Nature Environnement. On a copublié un guide sur cette question-là. Donc voilà, pour déjouer en fait les idées reçues sur la question de l'enrobé versus stabilisé, notamment aussi en termes d'impact environnemental. Voilà, essayer de montrer aussi que le stabilisé, c'est pas de la terre, ça n'a rien à voir, et que c'est aussi polluant et peut-être plus que l'enrobé. Vous retrouvez de toute manière toutes ces ressources en bibliographie de ce webinaire. On vous le renverra par mail. Peut-être simplement demander à Mathieu, tu parlais beaucoup de l'importance de la concertation lors de ta présentation. C'est vrai que c'est quelque chose aussi on a vu quand on a fait nos travaux sur la réaffectation des petites routes. Vous aussi, vous avez travaillé sur ce sujet-là, donc peut-être tu aimerais en dire un petit peu plus sur la question de la concertation pour éclairer nos participants. Oui, bien sûr. En fait, la concertation, donc au-delà de la concertation qu'on a menée dans le cadre de cette étude en sollicitant différents acteurs associatifs, institutionnels, techniciens, etc. Ce qu'il en ressort des 3 études de cas que l'on a pu faire sur le territoire de Normandie, Cabourg, Pays d'Auge, Granville, Terre et Mer et Terre d'Argentan, Interco, c'est que il est primordial en fait d'intégrer l'ensemble des acteurs, mais aussi des acteurs décisionnels, hein, les élus, les techniciens aussi, mais aussi les futurs usagers pour comprendre la pertinence d'ouvrir officiellement un usage, enfin de conforter un usage de la voie verte. Dans le cas spécifique de Cabourg, lors de la visite de site du linéaire que l'on étudiait, on s'est rendu à proximité d'un petit centre équestre familial qui était à proximité de la voie verte. Et en échangeant très rapidement, ce qui n'avait pas encore été fait avec la propriétaire, on constate ces contraintes à elle qui sont qu'elle ne peut pas boucler au départ de son centre pour offrir des parcours équestres aux enfants qu'elle forme à la pratique. Et elle se retrouve dans des cohabitations, parfois avec des quads sur des chemins ruraux qui ne sont pas forcément très bien entretenus, etc. Donc, voilà, on réalise que en accueillant la parole des usagers, on est plus à même de comprendre parfaitement leurs besoins. Et si je veux élargir à la mission, là, on a réalisé une mission qui se veut assez exhaustive pour donner à voir les usages équestres, mais il n'en demeure pas moins que ce qui est primordial, ça reste avant tout de comprendre la pertinence de ces usages-là. Et je vais citer mon homologue Sébastien Marek dans le chat qui dit que quand on observe les pays plus cyclables que la France, en fait, on s'aperçoit que les aménageurs, ils cherchent à adapter l'infrastructure avant tout à la fréquentation et aux usages. Et voire même, ils essaient d'anticiper ou de créer la demande. Et en fait, on ne peut pas anticiper ou créer la demande si on ne comprend pas son territoire. Et voilà, vous l'aurez convaincu, vous aurez compris, je suis convaincu de la pertinence de la concertation. Je ne sais pas si Oui. ça répond parfaitement à ta question, Sophie, Non, mais mais si, moi j'avais envie d'entendre ton témoignage, parce que c'est vrai que c'est quelque chose dont... Alors, tu en as parlé dans la présentation, puis on en avait parlé aussi un peu dans la préparation, donc je sais que tu y tiens et que c'était le moment de le rappeler. Et
Et peut-être, alors, moi, je n'ai pas reçu de questions dans la partie QR, donc c'est vrai que ce que j'ai beaucoup vu, par contre, dans la partie conversation, c'est la question des comportements, c'est comment est-ce qu'on gère les comportements des usagers sur les voies vertes, notamment avec la diversité euh, des usages. C'est vrai que par rapport à 2004, et Christelle le rappelait en introduction, hein, on a quand même, ça a explosé en termes de diversité. Alors, comment est-ce qu'on peut sensibiliser les usagers déjà à adopter tel ou tel comportement sur les voies vertes? Alors, ça dépend si on est en week-end, en semaine, voilà, par rapport au flux, par rapport s'il y a des cavaliers ou non. Et quels sont finalement aujourd'hui, peut-être on pourrait partager les leviers que vous auriez, qu'on aurait euh, avec les collectivités présentes, notamment pour justement des bonnes idées à partager aujourd'hui avec les participants pour essayer de former, d'informer, de sensibiliser à ces comportements à adopter. Alors peut-être Olivier, si tu veux, vu que ton témoignage pour moi, en tout cas par la vidéo que j'avais vue en entier, était assez parlant. Peut-être si tu veux commencer sur ce sujet-là. Ouais, mais déjà, moi, je rappellerais que, enfin, c'est la conclusion que je faisais de faire confiance parfois aux usagers et d'appeler à la prudence et à la responsabilité. Je pense qu'il y aurait peut-être des choses à mener. J'ai vu dans le chat des gens qui parlaient de limitation de vitesse. Je pense que la question quand même se pose de savoir s'il ne faut pas limiter la vitesse dans certains tronçons qui sont particulièrement à risque parce qu'il y a plus de monde, parce qu'on traverse une commune ou un endroit particulièrement risqué. Je dis ça parce que moi, il y a un parallèle qui m'a toujours surpris, c'est que les voitures ont des vitesses maximales très élevées et elles peuvent circuler dans toutes les configurations, y compris dans des zones de rencontre où on sait qu'il faudrait rouler à 20 ou 25 km/h au maximum. Et évidemment, elles ne roulent pas à 150 à l'heure dans ces endroits et quand elles le font, c'est très grave. Mais quand on interdit des vélos, ça pose la question, en fait, je pose la question parce que les vélos, enfin vous le savez, mais les vélos speed bike assistés à 45 km/h sont interdits sur les voies vertes. Et je pense que la question de leur de l'acceptabilité de ces véhicules se pose si ils acceptent de rouler à 25, quitte peut-être à développer un bridage temporaire, ou en tout cas on pourrait imaginer qu'ils puissent avoir accès, parce que à 45 à l'heure, on n'est pas toujours à l'aise sur des voiries à 90 non plus. Donc la question quand même va se poser sur comment on fait cohabiter, et peut-être qu'on invente un code de la route sur les voies vertes, mais le plus soft possible pour qu'il soit pas non plus qui viennent pas couvrir ou répondre à des peurs qui sont parfois injustifiées. Donc peut-être qu'il y a, en tout cas, moi j'ai l'impression qu'il manque aujourd'hui des données ou des études un peu fines d'usage, de comprendre quels sont vraiment les problèmes en fait. Parce que moi, avant de faire ce parcours, j'étais convaincu qu'on allait me virer des voies vertes en fait. Je me suis dit, les gens vont me détester et ils vont me dire, bah, t'as pas ta place ici et tout. Et en fait, c'est pas passé. Et du coup, j'ai discuté avec les gens, j'ai essayé de comprendre, mais parce que sans doute que je me comportais correctement et que mais en fait, il y a quand même un sujet d'aller chercher des données d'usage pour comprendre quels sont vraiment les blocages et pas juste de vouloir voilà, inventer des règles pour les inventer. Mais malgré tout, si on veut que tout le monde se sente bien, il va falloir peut-être poser des limites et je sais pas lesquelles, il faudra peut-être les inventer. Je sais qu'il y a des endroits où il y a des limitations de vitesse, ça doit exister. Donc je pose la question de est-ce qu'il faut limiter les voies vertes à 25 ou à 20 km/h par endroit. Et ça ne se pose pas que aux questions de vélos qui sont assistés jusqu'à 45, parce que pour ceux qui font du cyclisme, enfin, on sait que les voies vertes, on croise parfois des gens qui vont très vite. Et ils vont pas à 25, ils vont pas à 30, ils vont pas à 35, ils vont plus vite que ça et ils n'ont pas de moteur. Donc la question de la vitesse, elle se pose aussi pour des gens qui n'ont pas de moteur. Donc il y a cette question-là de cohabitation autour de la vitesse, à mon avis, parce que c'est ce qui effraie le plus les gens, j'ai l'impression. Christelle, si tu veux peut-être répondre à Olivier sur la question de la limitation de vitesse et pourquoi est-ce que finalement la F3V ne préconise pas forcément cette option-là et peut-être aussi, ma question, c'est aussi de se dire, le Véli, c'est très bien quand il y en a un, mais si vraiment ça se développe et qu'on se retrouve à avoir à la file indienne 50 Véli, comment est-ce qu'on fait pour jouer avec tout ça? Voilà.
Peut-être juste, attends, du coup, avant de passer la Ouais, parole à Christelle, je te réponds sur ce dernier point en tac au ouais. tac, juste sur la question du nombre de vélis. Oui, oui, tu as tout à fait raison. C'est vrai que s'il y en avait, si tous les gens qui se déplacent en vélo aujourd'hui se déplacent en véli, on va jamais s'en sortir. Et c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai parlé des petites routes. Et je sais que vous menez une super réflexion sur la réaffection du réseau secondaire. Parce que le terrain naturel des vélis, c'est les petites routes en fait, hein. Si on se trouve à emprunter les voies vertes, c'est parce que bah, le réseau routier, il est pas, il est trop dangereux. Mais c'est vraiment les petites routes sur lesquelles il faudrait travailler, quoi. Voilà, je voulais pas. On Merci. est, on est entièrement d'accord. Effectivement, mettre une limitation de vitesse sur les voies vertes. On sait que ça peut, on sait qu'il y a des vélos, musculaires, comme on les appelle, les vélos sans assistance qui parfois peuvent, rouler plus vite. Le problème n'est pas, qu'ils, roulent vite quand il n'y a personne. Le problème, c'est qu'ils roulent vite quand on est en présence d'autres usagers ou quand on arrive dans une agglomération et qu'on a, beaucoup d'autres usagers et notamment les piétons et là, ce comportement, il est pas, voilà, c'est pas acceptable. Donc, voilà, 25 km/h, voilà, pour les véhicules qui sont bridés, c'est très bien, mais il faudrait aussi que les cyclistes qui ont tendance à un petit peu rouler vite ou certaines trottinettes qui roulent vite quand il y a beaucoup de monde, bon, voilà, c'est là, on retombe sur une question de comportement, en fait. Voilà. Et oui, effectivement, les vélis, tant qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est pas un problème, mais on sait que ce sont des véhicules qui vont être amenés à se développer et à circuler de plus en plus, et c'est là qu'il faut anticiper et savoir où on les met, en fait. Et alors, juste Ouais. une réaction à quelqu'un qui dit dans le chat pour les cyclos rapides, il faut aménager les routes. Il y a vraiment quelque chose auquel je crois, c'est que c'est pas parce qu'il y a une voie verte qu'il faut pas des bandes cyclables sur la route en parallèle. Enfin, je prends l'exemple de là où je vis. Peut-être que certains connaissent la Passa Païs, qui est donc entre Bédarieux et Mazamet, entre l'Hérault et le Tarn. Et c'est vrai qu'on a une voie verte en stabilisé qui est très bien. Moi, en vélo route, je l'emprunte pas parce que c'est du stabilisé et que parfois l'État ne permet vraiment pas de la prendre avec un vélo route. Et la route principale qui longe, parcourt la vallée, elle n'est pas du tout adaptée au vélo parce qu'on a considéré qu'il y avait une voie verte en fait. Mais en fait, quand on ne peut pas l'emprunter, on est très mal à l'aise. Donc je pense que c'est des aménagements qui se complètent. Et quand on veut rouler à 30, 35, 40 en vélo route, parce qu'on a un vélo qui permet de le faire, on a toute sa place sur la route, mais il faut quand même que dans les passages à 90, on ait une bande confortable, quoi. Donc voilà, un appel au fait que les aménagements sont complémentaires et pas et qu'il Et faut qu'on le faire a comme ça. oui, voilà, et qu'il y a un besoin en fait, voilà, on comprend pourquoi certains cyclistes passent sur des voies vertes parce que, bah, à côté, c'est une nationale ou une grosse départementale avec des véhicules qui roulent à 90 et il y en a 15 000 par jour et on comprend que les cyclistes aillent se mettre en sécurité, sur ces portions-là. Mais donc il y a une vraie réflexion à avoir sur, comment on fait pour réaffecter, heu la voirie, secondaire, voire tertiaire, et mettre les gens qui circulent dessus en sécurité aussi. Parce que suffit pas de dire, maintenant on va réaffecter les petites voies et puis tout le monde se débrouille dessus. Donc, il y a une vraie réflexion à mener à ce niveau-là. Ouais, tout à fait. Il y avait aussi une question en lien avec les speed bikes. Donc, c'est vrai que voilà, ça fait partie aussi de ce type d'usagers voilà, qui sont acceptés, on va dire, sur les voies vertes, mais qui sont peut-être pas, qui se sentent parfois peut-être pas en adéquation avec, avec les autres usagers. Donc, ça peut être aussi la complémentarité des aménagements qui offrent des solutions. On avait aussi une question par rapport aux barrières et chicanes. Alors, je pense que c'est pour rebondir par rapport à ta présentation, Olivier, mais peut-être Michel, et peut-être en t'appuyant aussi sur le bel exemple qu'est la voie verte de la Vénois, nous dire ce qui est préconisé au niveau de la F3V. Et puis, je repense aussi à un point que tu nous avais présenté, qui était pour répondre à la question des financements aussi des aménagements. C'est comment est-ce qu'on peut jouer parfois avec la réglementation pour pouvoir rentrer dans les clous et satisfaire finalement l'ensemble des usagers. Et je pensais notamment à la largeur de la voie verte de la Vénois et de la bande enherbée à côté. Enfin, les barrières, c'est un sujet récurrent. Alors, Olivier, tu disais que ça avait tendance à disparaître. Malheureusement, sur certains territoires, il y a encore des élus qui souhaitent vraiment en mettre parce que il peut avoir c'est souvent des quads en fait, hein. C'est surtout pour empêcher la présence de quads sur certains espaces.
ça crée un véritable frein pour tous les autres usagers. Dès qu'il y a un peu de monde, ça peut provoquer ça. Enfin, c'est très compliqué de franchir des barrières hyper contraignantes. Donc quand il y a personne, ça peut aller. Dès qu'il y a un peu de monde, bah, ça crée des embouteillages entre piétons, cyclistes. Et quand vous passez tous les jours, bah, vous y passez plus parce qu'il y a une telle contrainte que l'aménagement devient peu fonctionnel et du coup, il perd de son intérêt puisque une voie verte est quand même prévue normalement pour satisfaire aussi des besoins de déplacement, je le rappelle, un quotidien, pas que loisir. Si je prends la voie verte de la Vénois, au début, on avait des barrières en bois, en quinconce, là, comme celle où on voyait le Véli qui avait du mal à passer. Donc même avec un vélo avec des grosses sacoches, parfois c'était pas simple de passer. Il fallait des gens peu aguerris étaient obligés de mettre pied à terre. Donc dès qu'il y avait un peu de monde le week-end, bah, ça créait des embouteillages, des orniérages parce qu'au départ c'était une voie verte qui était en stabilisé. Aujourd'hui, on a juste des piquets amovibles qui laissent un espace confortable pour le passage des véhicules, des vélos attelés. Euh, les piquets sont même parfois enlevés à certains endroits parce qu'on n'a pas trop d'intrusion aujourd'hui de piquets en stabilisé de piquets en enrobé d'autres usagers. Donc nous on prend plutôt sur le fait de plutôt ne pas mettre de barrière. Ce qu'on rappelle, c'est que c'est plutôt l'usage qui amène une régulation de la fréquentation. Au plus on ouvre une voie verte, un maximum de piétons ou de cyclistes, normalement, au moins on va retrouver d'usages non voulus tels que les quads, parce qu'ils n'y trouvent plus un terrain de jeu, en fait, et c'est plutôt souvent sur des voies vertes peu fréquentées qu'on retrouve ces quads qui peuvent, qui circulent. Par rapport à la largeur, c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin, ces dernières années, il y a eu pas mal d'aides. Alors ça a arrêté là maintenant, mais l'État avait mis en place pas mal d'aides pour les collectivités pour réaliser des aménagements cyclables, à condition de respecter les recommandations du CEREMA. Nous, on n'a rien contre les recommandations du CEREMA, elles sont nécessaires, mais parfois, moi je pense qu'il faut quand même s'adapter au terrain qu'on va rencontrer et aux usages qu'on a, à la densité de population et au flux attendu. Or, aujourd'hui, on a à peu près tout le temps les mêmes préconisations, quel que soit le nombre de pratiquants attendus sur un aménagement cyclable. Et si on prend l'exemple de la Vénois, le compromis qui a été fait, ça a été de ne pas respecter en fait la largeur de 3 mètres. On est même parfois à moins de 2,50 m en enrobé. Aujourd'hui, on a une satisfaction des usagers, mais ce qui a permis de maintenir aussi et de trouver un consensus avec le milieu équestre qui souhaitait conserver une bande enherbée en parallèle. Après, on est sur un territoire très rural, loin de grandes villes, et donc on n'a pas des flux massifs comme à l'approche de Rennes ou de Lille ou de Paris, où on n'aura pas forcément les mêmes besoins en fait d'emprise, de largeur. Et c'est ça, moi, que je rappelle souvent à nos interlocuteurs. On travaille beaucoup on travaille avec la majorité des collectivités du Nord-Pas-de-Calais. On accepte parfois à déroger à certaines euh, préconisations, mais l'essentiel, c'est d'assurer un confort, une sécurité des usagers et de s'adapter au milieu qu'on traverse en termes d'emprise et de trouver parfois des compromis. Et à contrario, quand on respecte uniquement les largeurs, c'est ce que j'évoquais au début, quand si vous avez une voie verte de 3 mètres le long sur un halage qui pénètre dans une grande métropole, clairement, souvent, c'est très souvent sous-dimensionné et ça ne permet pas d'accueillir l'ensemble des usagers attendus, principalement des piétons et des cyclistes. Très bien. Merci beaucoup pour cette réponse inspirée de la Vénois. Christelle, je vois le temps passe, en fait, on a déjà atteint les midi 1. Donc, Christelle, peut-être si tu veux compléter ce dernier échange et puis peut-être enchaîner directement sur la conclusion de ce webinaire, sachant qu'il y a eu aussi quelques questions dans le chat, donc je ne sais pas si ça peut enrichir ta conclusion. Voilà, je te laisse la parole. Merci Sophie. Oui, effectivement, je vois les échanges là avec notamment sur les voies vertes sur trottoir. Donc, effectivement, on a un souci actuellement, c'est que souvent les voies vertes sont un choix par défaut. Or, on vient bien de voir avec
les avis des uns et des autres et avec nos intervenants aujourd'hui, que les voies vertes ne doivent jamais être un choix par défaut. On a 3 mètres, on a du mal à caser tout le monde et on dit on va faire une voie verte et puis voilà, et puis ça va marcher. Et en fait, ça ne fonctionne pas. Donc, on l'a vu, les voies vertes, ce sont des aménagements qui sont appréciés, mais qui doivent vraiment être pensés, dimensionnés. On l'a rappelé on l'a tous rappelé, enfin, au niveau des intervenants, chacun l'a dit, la largeur des voies vertes est vraiment un facteur de succès ou de ratage complet. Et ensuite, ça doit être entretenu avec exigence. Donc, ce sont des aménagements qui doivent vraiment être réalisés, pas à la légère. Une voie verte qui est mal pensée, mal entretenue, elle perd rapidement en sécurité et en attractivité. Donc on doit être particulièrement vigilant sur plusieurs points. On a le choix de la mixité ou de la séparation des flux. Michel, tu l'as rappelé tout à l'heure, quand on arrive en agglomération et que les flux se densifient, on a sans doute intérêt à surdimensionner les voies vertes ou alors à séparer les flux. La question se pose aussi dans les zones touristiques, hein. Vous voyez tout à l'heure à l'approche, enfin, sur l'île de Ré, au moment des ponts où il y a beaucoup de monde qui circule sur les voies vertes. Donc il est indispensable qu'on anticipe ces flux dès la conception pour pouvoir adapter les largeurs en conséquence ou de séparer certains usagers lorsque ça devient nécessaire. Ensuite, on a beaucoup parlé aussi du revêtement. Je crois que le système 2 tiers, 1 tiers pourrait être davantage promu au niveau de manière dérogatoire quand on a des secteurs où on a des cavaliers et des cyclistes et des piétons. Parce que ce choix du revêtement, il conditionne à la fois le confort, la durabilité, la sécurité et la facilité d'entretien ou pas de l'ensemble des usagers. Mais tout ça, ça suppose, tu l'as rappelé à plusieurs reprises, Mathieu, une concertation en amont avec les usagers, les associations, les acteurs du territoire. Et ça, c'est vraiment un point sur lequel on insiste, c'est cette concertation en amont avant la création ou avant qu'on refasse une voie verte. Chaque itinéraire, il est unique, chaque usager doit trouver sa place et donc chaque projet est à regarder avec, voilà, avec les usagers locaux. On a, concernant les comportements, puisque les comportements ont été soulevés à plusieurs reprises. On a certaines collectivités qui affichent un code de bonne conduite simple et lisible à l'entrée des voies vertes. Pourquoi pas en fait, parce que c'est un outil de sensibilisation facile à mettre en place, qui rappelle les règles de base, les usagers qui sont autorisés à circuler sur les voies vertes et les comportements qu'on attend. Et puis, c'est un outil qui contribue à apaiser des interactions entre usagers en théorie. Donc, avant de nous quitter, s'il n'y a pas d'autres remarques ou pas d'autres questions, je vais remercier nos 3 intervenants pour la qualité de leur contribution et le temps qu'ils ont consacré à la préparation de ce webinaire. Et puis, bien sûr, je vous remercie toutes et tous participants pour avoir participé aujourd'hui, pour votre présence, vos questions, vos remarques dans le chat et puis l'intérêt que vous portez aux voies vertes. Visiblement, c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde. Et donc, c'est bien qu'on s'intéresse à la fois aux voies vertes, mais aussi à leurs usagers. Donc, je vous dis à bientôt et puis je laisse Sophie vous donner quelques infos concernant le replay et le support de présentation qui vous seront bien sûr transmis. Oui, merci. Voilà, juste avant de raccrocher, vous dire, voilà, vous rappeler que le webinaire a été enregistré, qu'il vous sera envoyé par mail son replay, le support également, qu'on éditera à la suite de ce webinaire une fiche qu'on appelle nous en interne les fiches outils, mais voilà, qui sera publiée sur notre site. Vous donnez rendez-vous aussi, on en profite pour le mois de septembre, le 22 septembre, où cette fois-ci ce ne sera pas un webinaire, mais un colloque sur place à Toulouse sur la question des voies vertes et des voies ferrées. Voilà, n'hésitez pas à vous inscrire dès aujourd'hui pour réserver votre place pour cet événement annuel. Et puis, si ce webinaire vous a plu, vous rappelez que vous soyez collectivité, particulier, entreprise, association, vous pouvez aussi soutenir notre action et adhérer à la F3V. Les adhésions sont ouvertes à tous.
Merci beaucoup pour votre présence. Merci à nos intervenants. Merci Christelle aussi d'avoir représenté la F3V aujourd'hui. Très bonne journée à tous, bon appétit et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci, au Merci revoir. à tous. Merci, au revoir. Au revoir.